Hi, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme, ce que nous appelons par question de relation. Alors, question de relation, c'est la plateforme où nous parlons tout ce qui concerne le mariage, où nous essayons un peu de donner les conseils sur le mariage, les fiançailles et aussi les problèmes qui peuvent surgir dans le mariage. OK? Alors, c'est tout simplement une plateforme de conseil. On vous donne des conseils sur des choses bien vérifiées, hein, des choses qui ont été prouvées et qui peuvent vous aider dans votre mariage. Parce que vous savez, quand vous engagez dans une relation, quand vous engagez dans le mariage, c'est une question de vie. OK? On est là jusqu'à la fin. Et par conséquent, on doit prendre soin de cette vie vraiment avec tout sérieux, quoi. Parce que c'est ça, quand vous êtes dans un bon mariage, ça peut affecter votre santé, ça peut tout affecter. Mais quand c'est un mariage qui a des problèmes, évidemment, ça aussi affecte votre santé, votre façon de penser et tout et tout. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de vous aider de façon à ce que vous pouvez rejouir, hein, de votre mariage. Alors, comme nous l'avions toujours dit, que le succès d'un mariage ne dépend pas de trouver la bonne personne, mais c'est plutôt que vous devenez la bonne personne pour votre mariage, pour votre époux. C'est ça. C'est d'abord vous qui devez devenir la bonne personne pour votre époux. La deuxième des choses, le succès dépend aussi pas de trouver la bonne personne, mais de plutôt chercher à connaître et à connaître et à aimer la personne que vous avez trouvée. Parce que c'est cette personne que Dieu vous a donnée. Donc, c'est une bonne personne, mais tout simplement, il faut comprendre cette personne et apprendre à aimer cette personne. Et enfin, nous disons que le succès d'un mariage demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. OK? C'est beaucoup de travail. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avions parlé sur ce qu'on appelle les destructeurs du mariage, c'est-à-dire les choses qui viennent pour empoisonner le mariage, pour détruire le mariage. Généralement, c'est des choses que nous faisons et on n'y prête pas attention, mais au fait, ce sont ces choses-là qui détruisent le mariage. OK? Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler à l'envers, c'est-à-dire les choses qui font de telle sorte que pour euh, bénir, pour faire de telle sorte que pour fertiliser en quelque sorte le mariage. Donc, nous appelons ça les choses qui fertilisent le mariage, n'est-ce pas? Les engrais qui vont fertiliser votre mariage. Quelles sont les choses qu'on peut faire pour fertiliser le mariage? C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent en agriculture, en agronomie, on a ce qu'on appelle les fertilisants. C'est-à-dire que les choses qui fertilisent la terre, qui rendent la terre qui donnent plus de nutriments à la terre, au sol, n'est-ce pas? Pour que les plantes puissent germer. Donc, c'est un peu ça. Il y a des choses qu'on fait dans le mariage qui sont comme des fertilisants. Ils sont là pour pouvoir fertiliser la terre, pour faire de telle sorte que votre mariage puisse grandir, devenir plus solide, plus dur, plus solide et pour durer longtemps, quoi. Alors, quelles sont ces choses-là que nous faisons pour apporter le bien dans notre mariage? C'est des choses que nous avions déjà discuté là-dessus dans nos vidéos d'avant. Mais nous allons en quelque sorte revenir sur certaines de ces choses, peut-être que vous avez oublié, tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire avant d'aller plus loin. Parce que la semaine prochaine, nous viendrons avec quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, nous allons repartir sur ces choses-là, certaines de ces choses. Quelles sont ces choses-là? Évidemment, le premier fertilisant, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'amour, n'est-ce pas? Maintenant, l'amour, c'est au fait la clé au fait du mariage. Mais le problème avec l'amour, c'est que ça ne doit pas se limiter sur les sentiments. OK? Sur les sentiments. Les sentiments, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que les sentiments peuvent venir et partir. Les sentiments peuvent parfois dépendre de l'environnement, peuvent dépendre des choses qu'on fait, des biens matériels et tout. Alors que l'amour, vraiment, à la racine même de l'amour, c'est-à-dire que quand on a décidé de vivre avec quelqu'un, ça devient ce qu'on appelle un engagement à long terme, un engagement jusqu'à la fin. C'est cet engagement-là qu'on veut. C'est ça qui détermine l'amour. Vous voyez? Donc, quand on est engagé dans un mariage, c'est ce qu'on appelle, on est engagé, on est déterminé dans ce mariage-là. On ne voit plus les erreurs, on ne voit plus qu'on en a ou on n'en a pas, mais c'est plutôt, tu vois, c'est différent. Ça devient maintenant un problème de cœur. On apprécie la personne pas parce que cette personne a ceci, a cela. Voilà pourquoi j'aime la personne. Non, on aime la personne par rapport au cœur, qui la personne est, la personnalité de cette personne, comment la personne se porte et tout ça. C'est ça qui, au fait, qui crée plus l'amour. Ça, c'est un grand fertilisant. Donc,
s'il y a l'amour dans ce mariage, à qui j'appelle moi l'engagement, la détermination de ce mariage, que je veux être là jusqu'à la fin. Je vais faire de mon mieux pour que ça puisse marcher. Je vais faire de son mieux que ce soit un mariage heureux, un mariage réussi. À ce moment-là, chers amis, c'est un grand fertile. Ça crée une atmosphère où vous allez vivre en toute joie et en toute paix. OK? Le deuxième fertilisant, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'infidélité. Alors, l'infidélité, ce n'est pas seulement l'infidélité sexuelle dans le mariage, mais il y a aussi l'infidélité qui comporte les yeux, par exemple, les yeux, le cœur, la pensée. Alors, tout ça, c'est un groupe d'infidélité. Vous voyez, quand on est fidèle dans ce mariage-là, donc ça prend aussi ce qu'on appelle la fidélité sexuelle, n'est-ce pas? Et ces organes que je viens de créer là. Pourquoi? Parce que quand ces yeux voient des choses différentes, des choses qui sont très attirantes, des choses que tu veux vraiment embrasser, que tu veux vraiment prendre ça pour toi comme étant ta propriété, ça vient d'abord dans tes yeux, les yeux ça va dans la tête, ça crée des pensées, les pensées descendent dans le cœur et le cœur va vous pousser dans l'action. Et quand vous partez dans l'action, alors là, vous devenez infidèle. Voilà. Et l'infidélité, c'est un grand poison dans le mariage. Pourquoi? Parce que l'infidélité, c'est quand vous avez trahi, c'est une trahison au fait. Quand vous êtes infidèle dans le mariage, alors vous êtes un traître, vous avez trahi votre partenaire. Et c'est ça qui est le grand poison pour le mariage. Dans l'autre côté, la fidélité, quand on est fidèle dans son mariage, on est fidèle sur le plan sexuel, on est fidèle sur ce que j'ai dit, votre pensée, votre cœur, vos émotions, vous êtes fidèle. Alors là, ça crée un grand environnement, un meilleur environnement pour que votre amour puisse durer longtemps, n'est-ce pas? Alors donc ça, c'est des fertilisants qu'on utilise. Et aussi, tu vois, quelqu'un qui est fidèle dans le mariage, c'est quand tu as cette manie-là de voir un peu les conséquences que ton infidélité peut apporter dans la maison. Tu vois, quand on est infidèle, il faut penser aux conséquences. Que, OK, si je m'engage dans ceci et que mon époux ou ma femme ou mon mari est au courant de ça, qu'est-ce que cela va entraîner dans le mariage? Ça va tout détruire. Pas seulement la personne, mais vous-même, vous serez infecté par ce fléau-là parce que ça va atteindre vos pensées, ça va atteindre votre santé, votre cœur, ça va même atteindre vos affaires. Vous voyez, tout ça, tu vois les conséquences que votre infidélité peut amener. Voilà pourquoi il faut être fidèle. Alors, quand on est fidèle, quand ton époux, ta femme ou ton mari sait que tu es fidèle dans ce mariage, ça crée un très bon environnement pour que votre mariage soit réussi, qu'il puisse durer longtemps. OK? Alors donc, s'il y a des choses qui font de telle sorte que vous puissiez tomber dans l'infidélité, alors enlevez ces choses-là. Par exemple, si vous savez que vous pouvez tomber dans l'infidélité avec vos yeux, la façon de voir, donc évitez de regarder les choses qui peuvent vous pousser dans ça, n'est-ce pas? Vous regardez par exemple les films érotiques, des trucs comme ça, les films, des trucs comme ça dans les endroits où les gens sont dans l'infidélité, vous voyez, il faut éviter de fréquenter ce genre de place. Pourquoi? Parce que ça peut vous entraîner dans ce genre de choses. N'est-ce pas? Soyez conscient de ce que l'infidélité peut apporter à la maison. Alors, quand vous êtes fidèle dans vos pensées, dans votre cœur, hein, dans vos émotions, en tout cas, c'est un bon fertilisant pour le bonheur de votre mariage. Alors, la troisième chose, c'est ce que moi j'appelle par l'humilité. Être humble. Être humble, c'est au fait la clé de toute chose. Demandez tous ceux qui ont vécu longtemps dans leur mariage, ils vont te dire qu'au fait, ils ont appris à développer l'art d'être humble, c'est-à-dire l'art de comprendre que vous n'êtes pas parfait. Il y a des erreurs que vous faites, il y a des choses que vous faites. Et par conséquent, on ne peut pas demander la perfection de votre époux. Non, votre époux ne sera jamais parfait parce qu'il n'y a aucun homme parfait sur cette terre. Donc, vous acceptez votre époux de la façon dont il ou elle est. C'est ça. Et vous, de votre côté, il faut savoir que moi, je ne suis pas parfait. Donc, j'accepte les erreurs que mon partenaire est en train de faire, que ma partenaire est en train de faire. J'accepte ces erreurs-là et on travaille ensemble. OK? Il faut être vite à accepter votre erreur et être vite aussi à donner, comme qui dirait, des éloges à votre partenaire. Si elle fait bien ou il fait bien, il faut le faire. Alors, si vous avez l'habitude d'humilier votre partenaire, par exemple, de regarder votre partenaire comme si il ou elle ne vaut rien, par exemple, hein, c'est un truc comme ça peut pas, en tout cas, porter du bonheur, la joie dans votre mariage. OK? Maintenant, je vais vous donner un petit exercice, quelque chose que vous allez faire. Par exemple, essayez d'écrire 3 choses que vous pensez votre mari ou votre femme fait mieux que vous, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple. Le mari, par exemple, écris 3 choses que ta femme aime mieux, excelle dans ces choses-là. Par exemple, elle prépare bien,
essaie de prendre soin de la maison, essaie de prendre soin des enfants, par exemple. Écris ces choses-là. Maintenant, comparez vous-même. Est-ce que toi, tu peux préparer comme ta femme prépare? Non. Alors, pourquoi tu es orgueilleux? Sois humble, accepte qu'elle est mieux dans ça. Est-ce que toi, tu peux prendre soin de la maison comme elle fait? Généralement, quand elle n'est pas là, la maison est vraiment chaotique. Il y a du chaos, tout est en désordre. Alors, tu vois un peu l'effort qu'elle fait. Donc, elle est mieux dans ça. Il faut accepter cela. Est-ce que tu peux prendre soin des enfants comme elle le fait quand elle n'est pas? Comment ça, les enfants, par exemple? Donc, quand tu vois que elle est meilleure dans certaines choses, ça prouve que tu es un homme. Toi aussi, tu n'es pas meilleur que ça. Parce que ces choses-là, si la maison est chaotique, ça peut affecter tout ce que vous faites dans votre travail, dans des trucs comme ça. Donc, il faut affecter qu'elle est aussi meilleure dans des trucs comme ça. Donc, on devient un peu humble. De l'autre côté, la femme aussi doit écrire certaines choses. Par exemple, si par exemple votre mari, il bosse bien, c'est lui qui apporte plus d'argent à la maison, par exemple. Est-ce que toi, tu peux le faire s'il n'est pas là? Non. Alors, sois humble. Il faut l'accepter comme tel. Par exemple, votre mari, c'est un grand visionnaire. Il a des visions, des plans pour la maison. C'est à cause de lui que les choses marchent. Alors, essaie de l'accepter aussi. Sois humble, tu vois. Donc, des trucs comme ça. Quand on commence à voir que l'autre fait mieux dans certaines choses, maintenant, on se rend compte que finalement, on n'est pas aussi meilleur que ça. Il y a des erreurs qu'on fait. Donc, on doit être humble pour accepter notre partenaire comme il est. Si moi je le fais, ma femme le fait, le deux vous le faites, vous voyez que ça crée une meilleure atmosphère pour un amour durable, n'est-ce pas? Le quatrième ingrédient fertilisant qu'on peut donner, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle par la patience et le pardon. C'est-à-dire que, comme nous l'avions dit au départ, il faut savoir pardonner votre épouse ou votre époux pour des choses, des erreurs qui se sont passées dans la vie, dans le passé. Il ne faut pas garder ça dans votre cœur parce que si on garde toutes ces choses-là dans le cœur, alors l'autre cœur devient saturé. Ça tue l'amour, ça tue les sentiments. Alors, il faut savoir, comme qui dirait, essayer un peu de mettre l'aspirateur là-dessus. Essayer d'aspirer ça, essayer d'enlever ça, de nettoyer tout ce qui peut bloquer, n'est-ce pas, que votre amour puisse germer, quoi. Il faut enlever ça. Ce sont des poisons qui détruisent le mariage. Être patient, c'est-à-dire qu'il faut comprendre votre partenaire. Peut-être que votre partenaire n'est pas aussi bon dans certaines choses. Il faut supporter votre épouse, il faut supporter votre époux, n'est-ce pas? Peut-être il ou elle a des lacunes sur certaines choses. C'est pas une occasion de pouvoir la dénigrer, le regarder avec que voilà, il vaut rien ou elle vaut rien. Non, non, non. Il faut plutôt le supporter, être patient, c'est-à-dire donner le temps que, oui, être patient, l'apprendre, voilà, ça va arriver des trucs comme ça. Ça crée une certaine liberté d'expression. C'est-à-dire que votre partenaire sera libre de s'exprimer sur certaines choses. C'est au fait ça le but de l'amour. Le but de vivre ensemble, c'est quoi? C'est la seule chose au monde où vous êtes libre, quand vous êtes en famille. Quand tu es devant ton épouse, tu es libre. C'est comme si tu es nu. Tu ne caches rien. Tu es ce que tu es. Voilà pourquoi on doit accepter votre partenaire de la façon qu'il ou elle est. Donc, il faut savoir pardonner et aussi savoir être patient. Donner du temps que les choses vont changer. Maintenant, l'autre chose, c'est ce que j'appelle le temps. Le temps est un grand fertilisant. C'est quoi au fait ici? C'est l'opportunité qu'on passe ensemble, le moment qu'on passe ensemble avec sa femme ou avec son mari. Ce moment-là est très, très important. Ce moment-là, il ne faut même pas jouer avec ça. C'est-à-dire, ne permet pas que quelque chose puisse prendre ce moment-là. Il faut mettre ce moment à côté que ça, c'est le temps où je vais passer avec ma femme ou avec mon mari. C'est comme ça. N'est-ce pas? Même si on a des enfants, faites de telle sorte que les enfants partent au lit le plus tôt possible. Vous avez aidé les enfants. Maintenant, c'est votre moment à vous. Ce temps-là est très proche parce que c'est là où vous passez le temps pour se connaître l'un l'autre. C'est ce qui solidifie votre amour, n'est-ce pas? Vous devenez au fait plus solide parce qu'on se connaît l'un l'autre, parce qu'on passe plus de temps ensemble. OK? Maintenant, et quand on passe le temps ensemble, évidemment, on est libre de s'exprimer et c'est un grand fertilisant, n'est-ce pas, qui peut vraiment faire germer l'amour. Le sixième fertilisant, c'est quoi? La communication, n'est-ce pas? La conversation. C'est très important. Alors, ça a montré déjà dans les sondages qu'on a fait et tout, on a montré que la plupart des mariages ne durent pas longtemps parce que les deux époux n'ont pas assez de temps pour passer ensemble. Aux deux, ils ne communiquent pas souvent.
Et surtout dans le monde développé, par exemple, le mari va au travail, la femme va au travail, c'est combien? C'est par exemple 9 heures de travail. Quand on rentre à la maison le soir, bon voilà, chacun est là, chacun de l'autre côté. Donc, on n'a pas assez de temps de parler, d'être ensemble, quoi. Et il n'y a pas assez de temps pour la communication, pour la conversation. Alors, c'est ça qui tue l'amour. Alors donc, le grand fertilisant, c'est que on trouve le temps à être ensemble et en plus de ça, on trouve le temps à partager nos idées. C'est ça la conversation. On parle de tout et de tout. On parle de ce que on est en train de planifier ensemble. On parle de nos budgets, on parle des finances, on parle des sentiments, on parle des enfants, on parle de nos rêves, on parle de nos craintes, on en parle des choses qui nous font peur, tout ça et tout ça et tout ça. C'est ça la conversation. Plus on est en train de parler ensemble, plus nos cœurs deviennent, comme qui dira, jumelés. Hein, on devient un seul cœur, par exemple. On commence à sentir le battement du cœur de l'autre. Donc, on commence, c'est comme si c'est télépathique. On connaît exactement qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre pense. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, tu vois, ça fait grandir l'amour, ça solidifie l'amour. Dans la conversation et le temps qu'on passe ensemble, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de prix là-dessus. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. C'est ça même qui fait tout. Donc, généralement, les mariages se cassent parce que on passe pas du temps ensemble, on n'a pas le temps de la conversation, on se connaît pas trop bien, c'est comme ça. Tu rentres, moi je sors, toi tu sors, moi je rentre, c'est comme ça. Et c'est ça qui est souvent détrimental. Alors, la septième ou le septième fertilisant, c'est quoi? C'est être l'honnêteté et la confiance. Être honnête et avoir la confiance vis-à-vis de ton partenaire, c'est au fait, c'est la clé, quoi. OK? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la clé. Pourquoi? Parce que plus on est ensemble, qu'est-ce qui se passe? On a la confiance grandit, n'est-ce pas? Plus on connaît la personne et toi, en tant qu'époux, femme ou homme, il faut faire ce que tu as promis de le faire et être ce que tu es. Voilà. Donc, il ne faut pas camoufler. Il ne faut pas donner une autre personnalité. Non. Si tu donnes une autre personnalité de toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas maintenir cela. À long terme, tu finiras par se faire trahir. Donc, sois ce que tu es. Ça, c'est être honnête vers toi-même d'abord. Que ça, c'est comme ça que je suis. N'est-ce pas? Être honnête. Et gagner la confiance de ton partenaire pour faire des choses que tu as promis que tu vas faire. Je vais faire ceci, je le fais. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire. Donc, être un homme de sa parole, être une femme de sa parole. C'est ça. Parce que quand il y a la confiance dans le mariage, n'est-ce pas? Quand il y a confiance dans ce mariage, quand il y a l'honnêteté dans le mariage, en fait, c'est un grand fertilisant. Ça veut dire que moi, j'ai confiance à ma femme, j'ai confiance à mon mari. Quel que soit où elle va, où il va, j'ai confiance. Je sais que ma mariée est comme ça, je sais que ma femme est comme ça, c'est comme ça. Et je crois en ce qu'il me dit, en ce qu'elle me dit, c'est ça. Sur tous les plans, les finances, ses amis, les connaissances qu'il a, là où il va, des trucs comme ça. Cette confiance est très importante. Mais si déjà la femme, le mari n'a pas confiance vis-à-vis d'un son époux, n'a pas confiance et il pense que le mari ou la femme n'est pas honnête. Il me dit des choses, il fait autre chose. Il y a certaines choses qu'il cache, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Ça tue l'amour. Ça ne peut pas aller comme ça. Bientôt, le navire va chavirer parce qu'il n'y a pas l'honnêteté et finalement, il n'y a pas de confiance. Donc, l'honnêteté et la confiance est très important, n'est-ce pas? Et la dernière des choses, c'est ce que moi j'appelle par la générosité. Vous voyez bien que toutes les choses que je venais d'énumérer entre-temps, ça arrive à cause du manque à cause de l'égoïsme, quoi, de l'égocentrisme. Voilà. Donc, le manque de générosité, c'est ça qui est au fait à la racine même du mariage. D'après les sondages qu'on a fait, d'après tout ce que les études des mariages qui ont duré et les mariages qui n'ont pas duré, on s'est rendu compte qu'au fait, le grand problème qui fait de telle sorte que les mariages ne durent pas longtemps, c'est quoi? L'égoïsme. L'égoïsme. Retenez bien cette parole, c'est ce mot-là. L'égoïsme, le manque de générosité. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. J'ai commencé en disant que la fidélité. Pourquoi il y a l'infidélité dans le mariage? Parce que quelqu'un est égoïste. C'est tout. Parce que tu es égoïste. Tu veux aller te faire satisfaire dehors et tu me laisses seul. Tu vas aller voir quelqu'un d'autre et tu me laisses seul. Donc, tu veux te satisfaire toi-même et tu oublies que nous sommes deux. C'est ça l'égoïsme. Et ça fait quoi? Ça crée l'infidélité, ça arrive à des problèmes. Ça, c'est un. Deux, je vous ai parlé du temps. Quelqu'un qui est égoïste, il ne veut pas partager son temps avec ta femme ou bien ton mari.
Tu vas, tu te caches, tu es là seul, tu restes dans ton coin. Ça, c'est l'égoïsme. Alors, quelqu'un qui est généreux, tu partages ton temps avec ton épouse, n'est-ce pas? La conversation. Tu es là, tu ne veux pas converser, tu ne veux pas parler. Quand tu dis, oh, je n'ai pas de temps, tu t'engages. Tu es égoïste, tout simplement. Mais or, si tu as la générosité, tu t'ouvres à ta femme, à ton mari. Vous parlez de tout. Vous êtes là, vous craquez, vous rigolez, vous faites, tu vois, des anecdotes, des trucs comme ça. C'est ça la générosité. C'est de partager le temps qu'on a. C'est de partager ce qu'on avait, n'est-ce pas? Et même la confiance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est égoïste, tu caches tout. Non, je ne veux pas qu'elle sache. Je ne veux pas qu'il sache. Tu casses là. Mais finalement, ça crée quoi? Ça crée des doutes. Quand on a des doutes, ça détruit la confiance. Ça détruit la confiance et ça détruit même l'honnêteté. Et c'est ça encore un autre problème. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Et quand on est égoïste, on ne peut pas pardonner l'autre. Parce qu'on pense que, ouais, moi, je suis toujours le meilleur. Toi, tu fais trop d'erreurs. Voilà, voilà, voilà. Parce que tu es égoïste. Tu ne regardes que toi-même. Quelqu'un qui est généreux, tu vois que, oh, ok, tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Ok, je vais t'aider là. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça ce qui se passe. C'est comme quand tu es avec ton enfant, des trucs comme ça. Quand l'enfant fait des erreurs, tu viens aider la personne. Tu aides l'enfant pour, n'est-ce pas, l'éduquer. Mais un homme qui est égoïste, une femme qui est égoïste, oh, tu fais des erreurs. C'est toujours toi dans cette maison. Tu fais ceci, tu fais ça. Non, tu es égoïste. Voilà, il n'y a pas de générosité là-dessus. Donc, vous verrez que l'égoïsme est au fait un grand poison. C'est ça qui est la racine même de tout divorce dans le mariage. Alors que la générosité est un fertilisant qui fait de telle sorte que le mariage, l'amour puisse grandir. Et quand l'amour grandit, ça vous unifie, on devient plus généreux, on partage son temps, on partage son amour. Et voilà, encore, je vous ai dit que l'infidélité, c'est quoi? Tu veux te satisfaire toi-même et tu oublies que les actions que tu es en train de commettre vont blesser le cœur de ton partenaire. C'est parce que tu es égoïste. Donc, tu ne vois pas les autres, tu ne vois que soi-même. Alors que quand tu es généreux, tu dis non, ce que je fais là, ça va créer ceci, ça va créer cela. Même si je voulais le faire, mais à cause de ça, non, je ne vais pas le faire. Tu vois, tu te retires. Ça, c'est quelqu'un qui est généreux parce que tu penses aux autres. Quand tu ne penses qu'à toi-même, tu es égoïste. Alors, monsieur, madame, ne soyez pas égoïste parce que ça va vous créer beaucoup de soucis. Alors, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, vous voyez que ces petites choses qu'on fait là, c'est des choses très simples. Si vous commencez à les appliquer, ce sont des fertilisants qui vont faire de telle sorte que le sol de votre mariage sera très nutrient et l'amour va grandir, ça va vous solidifier. Vous allez vivre longtemps ensemble. Vous allez vous aimer longtemps, même quand vous êtes vieux, vous allez toujours vous aimer. Et les autres vont voir dans votre mariage, il y a quelque chose de très spécial. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en tout cas. On s'arrête là pour ce soir. On se retrouve encore la semaine prochaine à la même heure, donc 20h30 heure britannique. En tout cas, que le bon Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir.